Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, c'est l'inverse. De l'architecture des lieux de pouvoir, je disais précédemment qu'elle avait pour effet de nous faire lever les yeux vers ce qui, de haut, nous regarde. Mais ici, vous voyez, c'est l'inverse. Un jeune homme penche la tête et couvre du regard une architecture blottie dans l'angle inférieur gauche de la feuille. Et c'est elle qui, ici, semble croître dans son ombre. Si cet homme était un prince, alors on pourrait penser qu'on a placé devant lui une de ces maquettes d'architecture qui, depuis le XVe siècle, donnent à voir le pouvoir de bâtir comme objet de désir. Dans un monde albertien, où l'art d'édifier se politise, au sens où il devient l'enjeu d'une délibération savante qui tente d'anticiper ses effets par le jeu subtil et dosé des connotations et des dénotations, dans ce monde-là, on construit des modèles pour guider la décision du bâtisseur. Celui-ci peut savoir lire un plan, c'est-à-dire acquérir la capacité cognitive d'imaginer une élévation à partir d'une planimétrie et de faire tourner dans son esprit cette cosa mentale qu'est l'architecture. C'est ce qui est donné à voir sur ce dessin de Léonard de Vinci, dont on connaît la virtuosité à faire advenir par le dessin des éléments d'architecture comme autant de machines de pensée. Voici pourquoi les programmes d'éducation humaniste des princes italiens puis européens comportaient une initiation au dessin d'architecture comme support de la décision édilitaire, non pour savoir les dresser, mais au moins pour savoir les lire. Mais le plus simple est de placer sous l'œil du prince une de ces maquettes en bois qui préfigurent l'édifice à venir. Voici par exemple celle de la coupole de Brunelleschi, dont nous avons déjà parlé, et qui fut d'ailleurs le support de la revendication de l'architecte florentin qui, le premier, donna son nom à un édifice et le premier réussit à se faire reconnaître un droit d'auteur avant la lettre, garanti par les règles corporatives du métier, un droit sur la forme des édifices qu'il avait bâtis et sur les machines qui permettaient de l'édifier. Et c'est pour ça que Alberti en fait le dédicataire de son De Pictura en 1436. Les contrats notariés qui passent commande de ce type de modello, généralement à des sculpteurs sur bois, le désignent soit comme norma, donc un modèle pour les bâtisseurs, soit comme speculum, c'est-à-dire miroir de l'édifice dressé devant son commanditaire. Sa présence dans les scènes de dédicace est dit avec assez d'éloquence la valeur symbolique qui dépasse la nécessité utilitaire. Voir de haut, surplombé du regard, la maquette permet au prince d'éprouver ce qui est certainement le plus délicieux dans l'exercice du pouvoir, et surtout elle lui permet de poser sur les choses et sur les hommes cette parole d'autorité qui est par excellence le discours de l'expertise. C'est particulièrement net dans le cadre compétitif des concours d'architecture. Ainsi, le 27 juin 1490, lors de l'affaire dite du Tiburio, on va revoir un peu de quoi il s'agit, avec ces modèles en bois. Le Tiburio, c'est cette tour-lanterne qui doit couronner le chœur de la cathédrale de Milan. Eh bien, la fabrique du dôme avait réussi à, je l'ai dit, écarter le duc de Milan des circuits de financement et de prise de décision, et cette réappropriation civique de la cathédrale obligeait donc, c'est ce qu'on a vu la fois dernière, obligeait donc le pouvoir princier à aller exprimer ailleurs et autrement sa magnificence. Mais justement à ce moment-là, parce qu'il y a un débat, parce que ce débat se politise, eh bien, à ce moment-là, la controverse architecturale prend un tour politique qui amène
Ludovic le Mort a tranché l'affaire par un concours d'architecture organisé précisément dans le Castello Sforzesco, c'est-à-dire la cour comme lieu de délibération et d'arbitrage. Les députés de la fabrique, l'archevêque y sont conviés, mais la procédure tient moins de la délibération communale que de la compétition humaniste qui, mettant en scène évidemment l'agone antique, eh bien, confère au prince et au système curial le rôle d'arbitre. 4 maquettes avaient été présentées, dont une de Francesco di Giorgio Martini, tout de même, et le prince s'était entouré de 2 experts également prestigieux, Bramante et Léonard, tout de même. Et c'est Bramante qui rédige, car d'une certaine manière il a davantage que Léonard accès à l'écriture savante, qui rédige l'opinio, qui donne au fond le dernier mot à la décision princière. Dans ce cas, c'est la scène de décision édilitaire qui devient en elle-même le lieu de pouvoir. Et surtout, le moment où il se déploie comme tel, constituant ce que j'ai tenté de définir comme événement architectural. Et voilà ce que représente, ce que je vous ai fait prévoir, Giorgio Vasari, lorsqu'il peint à fresque le Palazzo Vecchio de Florence, au moment précis où il rédige la 2e édition de ses vies des plus excellents artistes, sculpteurs, etc., architectes. Rien ne manque à cette scène. Le plan au sol, vous le voyez, la maquette, évidemment, les ouvriers, les architectes qui offrent le modèle au bâtisseur, et celui-ci qui, d'un geste, ou plutôt de 2 gestes, ou plutôt dans l'intervalle entre le geste de sa main gauche et celui de sa main droite, désigne le faible écart qu'il y a entre son désir et sa mise en œuvre. Il suffit d'un signe du pouvoir, et l'espace urbain est transformé. C'est ainsi que, dans une même image, se rassemblent plusieurs temporalités du chantier, au moins la décision et la construction. C'est ainsi également qu'elle convoque une iconographie bien plus ancienne, qui est celle ecclésiale de la dédicace d'église, où la maquette désigne au fond cette métonymie entre l'ecclésia petit e et l'ecclésia grand E, opérant donc un transfert de sacralité entre effectivement cette dédicace d'église et le lieu de pouvoir qu'est la décision architecturale, toujours avec cette évidence du surplomb d'un regard souverain qui évidemment ne s'arrête pas en si bon chemin et qui peut rendre compte. Là, c'est intéressant parce que c'est une photo, je n'ai pas la référence parce qu'elle est sur le site de l'Institut François Mitterrand au chapitre Grands Travaux. Et c'était à ce moment-là, d'ailleurs, à ce moment-là précisément, et pour tenter peut-être de comprendre la généalogie de ce pouvoir bâtisseur, que moi j'avais commencé il y a 30 ans à réfléchir à ces problèmes. Sauf qu'ici, j'y reviens, ce n'est pas le cas. L'événement n'a pas lieu, car la contemporanéité entre l'homme qui regarde et l'édifice qui se construit est factice. Ce que nous regardons ici, d'abord concrètement c'est une feuille détachée, aujourd'hui conservée dans la collection royale de Windsor et qui fut collectée après la mort de Léonard par son disciple Francesco Melzi pour composer un recueil également factice qu'on appelle le traité de peinture. On voit ce beau visage qui domine un détail d'architecture dessiné à l'encre noire, mais rien ne prouve que ces 2 dessins voisins sont contemporains. Le visage dessiné à la sanguine par Léonard est généralement identifié comme une esquisse du portrait de Jacques le Majeur que le peintre a placé à la gauche du Christ dans la scène du réfectoire de l'église Santa Maria delle Grazie à Milan dont on parlait la semaine dernière. C'est donc pour nous, et pour nous seulement, qu'il baisse les yeux vers un détail d'architecture. On y voit d'étonnantes coupoles et des pinacles élancés, formant pavillon sur une terrasse
bien peu militaire. Alors pendant longtemps, les spécialistes y ont reconnu le plus souvent, à la suite de Carlo Pedretti, une rêverie inspirée par ses réflexions sur l'architecture du Castello Sforzesco. On ne sait jamais, au fond, si Léonard dessine ce qu'il voit ou ce qu'il prévoit. Et ce qui était donc ce qui pourrait être cohérent avec la chronologie supposée de ce dessin de peu postérieur à 1494, en tout cas pour l'étude du personnage. Mais d'autres hypothèses plus récentes ont été proposées, notamment depuis que Patrick Ponceau a remarqué que le dôme en forme de tempietto qui est posé sur la terrasse du château dessiné par Léonard rappelle le couronnement des tours de Chambord, et depuis surtout qu'on ne cesse de vouloir réévaluer le rôle de l'hôte de François Ier sur l'architecture palatiale du Val-de-Loire. On y reviendra peut-être. Tout cela, je ne le savais pas quand je choisissais cette image pour orner la couverture du livre de jeunesse dont je vous parlais la semaine dernière, autant que j'écrivais le pouvoir de bâtir sans trop savoir ce que bâtir veut dire. Ah, tiens, oui, il y a une suite. Donc je vous faisais voir ça la semaine dernière. Je vous proposais d'ailleurs de cliquer sur « Vendez le vôtre ». Bien, figurez-vous que c'est l'inverse qui a eu lieu. Il a trouvé acquéreur, dites donc. Dimanche, à 10h32. Bon. C'est touchant, mais ce n'est pas une très bonne affaire. Je rappelle effectivement que ce livre a été réédité avec une postface inédite, 3 fois moins chère. Donc, celui ou celle... C'est intéressant aussi de savoir ce qu'il a également consulté. Hein, le livre Le Graal, le Dostoïevski, enfin, on y est. Voilà, Boccace. Donc, que l'acheteur ou l'acheteuse se rapproche des services compétents, comme on disait au Kremlin, et puis je lui offrirai une meilleure édition. Bon, alors, donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'au moment où je choisis, sans trop y penser, cette image, en tout cas sans chercher à la commenter comme je viens de le faire ici, ce qui m'attirait sans doute résidait dans le contraste entre la massivité du château et la légèreté pensive du jeune homme. Cette pensosità dont parlait Italo Calvino, qui est tout sauf une désinvolture, puisque son élan consiste au contraire à faire paraître pesante la frivolité tout autant que la lourdeur d'esprit. La pensosità consiste à faire front à la pesanteur, à l'inertie, à l'opacité du monde. Elle cultive l'art de prendre position devant le pouvoir des images afin de ne pas se laisser éblouir par elles. Et Henry James le dit fort bien dans ses heures italiennes, où il contraste non pas le Castello Sforzesco et la Seine, comme ici, mais la Seine et le dôme, manifestant pour lui, tout comme le château, cette névrose monumentale qui, tout à sa passion pour durer, met sa puissance non dans la beauté mais dans la masse. Je cite Henry James, la cathédrale est partie pour 1 millier d'années de plus, mais nous nous demandons si nos enfants trouveront en la plus majestueuse et la plus infortunée des fresques, c'est-à-dire la Seine, beaucoup plus que l'ombre du nombre. C'est que, vous le savez, la Seine de Léonard donne, depuis qu'il l'a peinte, ou plutôt depuis qu'il a échoué à la peindre, puisqu'il a tenté une nouvelle technique de peinture qui s'est avérée funeste, elle ne donne à voir depuis lors que l'affligeant spectacle de sa propre disparition, telle une phalène, elle brûle d'apparaître et rend visible dans son effacement poudreux cette catastrophe lente à venir qui est comme une ruine au ralenti. Ce que le jeune homme voit ici n'est donc pas seulement la durée, mais le devenir possible de ces lieux de pouvoir qui projettent ailleurs, Chambord comme horizon onirique d'une royauté qui est impossible à Milan, mais qui le sera possible ailleurs, ces promesses non tenues, parce que d'autres, plus loin, pourront les relever. Nous reviendrons sur cette tentation de l'échappée belle, sans doute dans 2 semaines, mais pour l'heure, il nous faut suivre cette première étape
de la sémantique des lieux de pouvoir. Il y en aura 3 avant la pause de février. Cette première étape donc de la sémantique des lieux de pouvoir, esquissée la semaine dernière, où se déploie non pas le désir de bâtir ex novo, mais l'art d'investir les lieux du passé, qui est le titre. Tiens, je viens de donner le titre un peu tôt, je ne sais pas, c'est pas ce qui m'arrive. Car ce que cette image rend accessible, sensible, est le fait que si un lieu est une surface plurielle d'événements, comme nous en faisions l'hypothèse dès la première séance, eh bien, ces événements proviennent de temporalités disjointes, et que c'est en les percevant qu'on les rend contemporains. Dans un cadre urbain, Milan avait, d'après un plan du XIXe siècle, cette mise en contemporanéité des passés disjoints de la ville ne se réalise pas en la regardant, mais en la pratiquant. L'effet architectural ne réclame pas une attention soutenue, mais au contraire la mise en suspens de l'attention. Ce sont les énonciations piétonnières de Michel de Certeau qui trament en situation le sens social des lieux. On la traverse, on y travaille, on en parle, et ainsi on la transforme distraitement, ou plutôt furtivement, par cette pensosità, qui est l'autre nom de la raison pratique. Et si l'on détient un pouvoir, et que l'on souhaite y imprimer sa marque de manière plus appuyée, et surtout plus durable, alors il faudra réaffecter ces traces, les traces de ce passé urbain, au présent d'une nouvelle sémantique politique, et que celle-ci trouve à s'inscrire dans ce que Jean-Christophe Bailly appelle la phrase urbaine. Car celle-ci, la phrase urbaine, n'est pas seulement le déroulé univoque d'un discours monarchique sur la ville, mais la chorale polyphonique des paroles qui y résonnent. L'ensemble, je le cite, de tout ce qui se dit dans la ville, la masse de tout ce que la ville, même à son insu, propage en son sein. Cette conception pluraliste d'un espace urbain comme agencement de temporalité hétérogène et non contemporaine à elle-même, on peut la poétiser avec Jean-Christophe Bailly, mais elle trouve en fait ses origines intellectuelles dans la tradition ancienne de la géographie humaine qui, dès la première moitié du XXe siècle en France, a pensé la production sociale de l'espace. Avec Henri Lefebvre, bien entendu, mais aussi avec Max Sor, qui définissait en 1952 le plan urbain comme, je le cite, une chose mouvante, un perpétuel compromis entre un passé qui cherche à se survivre et une volonté consciente qui croit pouvoir imposer sa loi à la vie. Il montrait notamment comment, en ville, les formes survivaient à leurs fonctions, comment en ville, les vides résistent bien mieux à l'usure du temps que les pleins, que l'on songe, comme ici, mais comme partout, à l'empreinte que laisse dans la ville l'emplacement des anciens remparts avant qu'ils ne soient réaffectés à d'autres usages viaires, comme des boulevards périphériques, dans le cas ici à Milan. Les modalités d'appropriation et d'actualisation par les sociétés d'un milieu et de son histoire ont notamment été décrites par l'historien des villes de la France moderne Bernard Le Petit, notamment dans un livre collectif qu'il coordonna en 1993 avec la géographe Denise Plumin et qui s'appelle « Temporalité urbaine ». Mais du point de vue strictement architectural, ce travail de resémantisation compensatoire des fragments du passé, devenu inopérant, devenu illisible, obéit à des règles qui ont été notamment suggérées par Umberto Eco dans un livre fondamental de 1972, La structure absente. Il montrait comment, prenons l'exemple des réinterprétations ésotériques de la cathédrale au XIXe siècle, il y démontrait comment une architecture dont le sens premier est en train de se perdre est fréquemment réinterprétée en lui accordant des significations secondes, soumises à des pertes, des récupérations, des substitutions de différents genres. On ne comprend plus ce que c'est qu'une marque de théière de pierre, alors on en fait, au XIXe siècle, le signe ésotérique d'une société secrète. Et c'est comme ça, effectivement, que les sens perdus se retrouvent dans un nouveau discours. Ainsi, un monument est-il finalement constitué par le feuilletage de ces resémantisations successives.
Lorsqu'on le regarde aujourd'hui, c'est tout ça qu'on voit, un montage anachronique où se perçoit l'ombre portée de tous les regards qui se sont posés sur lui. Et si ce monument est aussi un lieu de pouvoir, alors est-il configuré par cette dialectique subtile qui est celle de la mémoire collective pour Maurice Halbwachs, et dans laquelle celui qui investit un lieu et le transforme à son image finit par lui obéir, contraint qu'il est, par la matérialité têtue et obstinée de sa propre création. C'est donc muni de ces références théoriques que je me bricolais, il y a 30 ans, une petite herméneutique urbaine portative qui me permettait de décrire la configuration monumentale des lieux de pouvoir à Milan, dont je vous parlais la semaine dernière. Il s'agissait notamment de comprendre comment l'insistance topographique des lieux de pouvoir dans une ville pouvait, malgré sa pesanteur, produire des bougées, parce qu'ils finissent quand même par se déplacer en fonction d'une dialectique de la distance que j'évoquais, ou parce que, restant en place, ils sont déplacés symboliquement par d'autres configurations de pouvoir et notamment d'autres rapports de proximité et de défiance. Mais j'avais aussi promis la semaine dernière de ne pas m'attarder en repentir inutilement attendri ou faussement sévère. Aussi, je me contente simplement de repartir de cette configuration monumentale que je présentais la semaine dernière. Voici donc la Milan communale telle qu'elle fut transformée par l'insignorimento de ces institutions dès lors que Azzone et Visconti, seigneurs de la ville de 1329 à 1339, y fondaient un État seigneurial, caractérisé à la fois par l'étrécissement de son assise sociale, le dominus, la famille, les dépendants, et l'élargissement de son ressort territorial. Aussi, vous vous souvenez peut-être, aux cités sujettes, Azzone et Visconti imposaient un urbanisme d'intimidation, mais dans sa capitale, il déployait cette formule de la magnificence, défendre le bien public, se faire craindre du peuple, se faire aimer de Dieu, que Galvano Fiamma avait théorisé dans le De Rebus Gestis ab Azzone. Nous en étions là, et je m'étais contenté de placer sur un fond de carte moderne les mots du chroniqueur dominicain Galvano Fiamma, dont le De Rebus Gestis ab Azzone est bien, davantage qu'un récit panégyrique, une théorisation critique et pénétrante du pouvoir seigneurial, comme l'avait déjà montré Louis Green en 1990. L'historiographie, il faut le savoir, ne cesse de réévaluer l'importance de cet auteur, né en 1283 à Milan, mort dans cette même ville probablement en 1344 ou un petit peu après. Il était sans doute issu d'une famille de notaires. Il étudia la théologie au studium du couvent dominicain de Santo Storgio à Milan. Il passa ensuite à Pavie, puis à nouveau à Santo Storgio pour enseigner la philosophie morale. Et il passe sans doute assez tôt au service des Visconti. Lorsque le pape, d'ailleurs Jean XXII, prononce l'interdit contre Milan en 1321, il doit quitter Milan, s'exile à Bologne, mais on sait qu'en 1339, on le retrouve dans l'entourage de Giovanni Visconti, qui est à la fois seigneur qui est à la fois évêque et seigneur de Milan. C'est l'un des historiens, Galvano Fiamma, les plus importants du XIVe siècle, sans doute de la trempe de Giovanni Villani, même s'il a contre lui de n'être pas florentin, et donc pendant très longtemps, l'histoire de l'humanisme n'a eu Dieu que pour Florence, et surtout d'être très imparfaitement édité. Une bonne partie de son œuvre est encore inédite. Voilà pourquoi l'on y fait encore, d'ailleurs, des découvertes fracassantes. Ainsi, l'historien et philologue Paolo Chiesa, en 2023, qui a retrouvé dans la Chronica Universalis latine de Galvano Fiamma, qu'il rédige probablement justement à partir de 1339, une mention qui n'est quand même pas tout à fait sans importance, puisqu'on y apprend que des marins génois racontent avoir entendu parler de la part de navigateurs danois de leurs expéditions au-delà de la Norvège et de l'Islande,
et inde est insula dicta Groenlandia, et il y a là une île nommée Groenland, à l'ouest de laquelle est une terre que l'on nomme Markalada, inde versus occidens, est terra quedam que dicitur Markalada. On y retrouve des animaux étranges, beaucoup d'oiseaux, des arbres très verts, mais aussi des édifices en pierre, sans doute édifiés par des géants. Markland est un terme que l'on retrouve par ailleurs, Paolo Chiesa le montre, dans la saga d'Éric le Rouge, dans les Annales d'Islande, dans la saga des Groenlandais. Bref, il désigne à chaque fois les terres américaines, à l'ouest du Groenland, et c'est à l'issue d'un patient travail philologique que Paolo Chiesa montre qu'on a là, avec Fiamma, la première mention dans le monde méditerranéen, donc avant 1344, de l'autre nom de l'Amérique, Markalada. Mais je reviens à Milan. Galvano Fiamma en a donné une représentation graphique sur laquelle je vais un peu m'arrêter. On l'appelle traditionnellement carte de Galvano Fiamma, mais ce n'est pas une carte et elle n'est pas de Fiamma. C'est plutôt une démonstration graphique de son discours qu'il me semble raisonnable d'attribuer à Pietro Ghioldi, copiste laïque employé par la Fabrique du Dôme. On lui doit notamment le luxueux Milleloquium, c'est-à-dire la compilation des principaux écrits de saint Ambroise de Milan. Vous, ça ne vous fait rien, mais moi, ça me bouleverse. Et il a par ailleurs travaillé avec les grands miniaturistes de son temps. On le trouve dans deux colophons. Le colophon, c'est la note finale d'un scribe, d'un manuscrit composite qui est celui-là conservé à la bibliothèque ambrosienne et dans laquelle on peut lire la Policia Novella, c'est-à-dire l'histoire de Milan depuis sa fondation jusqu'au début de l'ère chrétienne, et puis la Chronica Extravagans, qui va nous intéresser, un grand Chronicon Maius, et puis l'Opusculum de Rebus Gestis ad Zone. C'est précisément la place étrange de ces deux colophons, je vous passe les détails, et puis surtout la discordance dans la foliotation de l'ensemble, qui m'avait convaincu en 2010 que le manuscrit rassemblait en fait deux unités codicologiques distinctes, reliées de manière fautive en invertissant les cahiers à l'époque moderne, antérieurement à l'arrivée de Muratori à la bibliothèque ambrosienne. Une fois donc démontré l'unité factice du volume, à ce jour, la plus éclatante victoire codicologique, il faut dire que c'est la seule. Il faut dire aussi que si on la met en rapport humblement avec la découverte de l'Amérique 150 ans avant Christophe Colomb, c'est pas grand-chose. Il n'empêche que la représentation graphique qui se trouve dans la Chronica Extravagans des Antiquatibus Civitatis Mediolanensis trouve sa cohérence avec les deux autres textes dont on peut restituer l'unité codicologique, c'est-à-dire qu'on comprend que l'ensemble forme une géographie historique de la cité et de ses territoires relativement à son passé, et en particulier à son passé antique. Donc, la représentation de Milan, d'abord comme ville ronde, bon, on sait qu'elle est dépendante du De Magnalibus Mediolani du frère humilié Bonnevesine de la Riva, très célèbre éloge de la ville qui, en 1288, tentait vainement de faire de l'éloge urbain des formes civiques de la commune un rempart contre la subversion seigneuriale, mais à l'inverse de Bonnevesine de la Riva, pour qui la grandeur de Milan, cette grandeur qui pour lui devait être un rempart contre les seigneurs, cette grandeur était d'abord celle de son temps et qui s'attachait, donc Bonnevesine de la Riva, à décrire la capitale de l'opulence comme l'exaltation d'un présent glorieux, qui était le présent communal. Galvano Fiamma restitue l'épaisseur historique de l'expérience urbaine, précisément parce qu'on est dans le coup d'après, qui est celui, effectivement, de l'insignorimento rampante des institutions. C'est pour ça que, dans ces trois textes, il est très attentif aux
vestiges antiques. Il reconnaît, par exemple, Capitolium sous l'église Santa Tecla, la première cathédrale. Il démontre ainsi que les traces du passé urbain, réaffectées au présent de la ville, constituent sa contemporanéité, comme ce que je suggérais tout à l'heure, un montage hétérogène de temporalité. Cette conscience historique a fait le succès du texte de Galvano Fiamma, inaugurant une longue tradition antiquaire. Fiamma, comme Bonvesine de la Riva, fait donc de l'idéalisation urbaine un éloge chiffré de cette capitale de la mesure. Alors, vous le verrez sans doute un petit peu mieux avec cette transcription moderne. Le report, les chiffres là, c'est le report de la mesure qui est commun entre le texte et l'image, et qui sont les distances, on parlait effectivement de l'intervalle la semaine dernière, les distances entre deux portes qui sont exprimées en brassées milanaises. Mais en s'immisçant dans la représentation, le chiffre impose moins son exactitude que sa force de persuasion, et peut-être même d'ailleurs son charme onirique, parce que vous voyez que les mesures sont reportées entre chacune des portes ou poternes, qui, elles, sont placées à intervalles réguliers. Et il y a un rapport de 1 à 5 entre, au fond, ces différentes mesures. Donc, la discordance, elle est rendue visuellement par le même intervalle. Et en revanche, si on additionne l'ensemble de ces valeurs, eh bien, on aboutit à une circonférence de 9602 braccier, c'est-à-dire exactement l'évaluation correcte du périmètre réel de l'enceinte communale. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on voit bien que le report de ces données donne sur une carte qui, elle, est entièrement idéalisée, eh bien, et qui donne l'illusion visuelle d'une rotondité parfaite qui est précisément démentie par la mention des distances hétérogènes, cette altération volontaire donc du réel trahit sans conteste le code symbolique de l'image, qui est en somme, je dirais, l'inverse d'un portulan. Un portulan, pour les marins, c'est un plan où la distance mesurée sert à établir la proportion du tracé. Car ce qui importe avant tout à la représentation de Milan, et qui demeure plus convaincant que la réalité de sa topographie, est la force du verbe de Bonvesine de la Riva. Le plan de cette ville est rond, en forme de cercle, et cette merveilleuse rotondité est un signe de sa perfection. Ce n'est pas tout à fait vrai. Milan, ça ressemble à ça, mais c'est pas loin d'être rond. Et donc, c'est cette réorganisation, en fait, symbolique qui est ici donnée à voir. Plus intéressant encore, vous voyez, celle qui est visible à ce moment-là, au XIVe siècle, c'est l'enceinte communale, l'enceinte double, avec un 2 fois 2 traits pour désigner le fait qu'elle est bordée par un fossé, avec ses portes. Bon, l'enceinte qui est plus petite, qui lui est circonscrite, c'est l'enceinte de Maximien, qui, elle, était totalement quadrangulaire et qui a disparu, évidemment, qui a été engloutie, digérée par l'essor urbain. Donc elle n'est plus du tout visible, en fait, dans la ville, mais ce que montre Fiamma, c'est qu'au fond, le passé est la réverbération intacte du présent. Et c'est cela, effectivement, qui est rendu par la coexistence de ces deux enceintes d'âge différents, l'une étant visible, l'autre ne l'étant plus, ce télescopage temporel qui, effectivement, est, à mon avis, la clé politique
non seulement de cette représentation, mais de la théorisation par cette représentation de ce qu'est la capacité du pouvoir seigneurial à investir les lieux du passé, non seulement pour s'y conformer, mais pour, d'une certaine manière, les adapter à l'idée qu'il se fait de son propre pouvoir. Alors, on pourrait dire qu'on est simplement ici dans une technique classique d'investissement des lieux, qui surtout pour une ville, Milan est une des capitales de l'Empire romain d'Occident, est la meilleure manière d'imposer son pouvoir. C'est évidemment dans la ville de Rome que cette technique du remploi monumental est la plus spectaculaire. Elle est pratiquée à grande échelle par les baronesses urbis, c'est-à-dire ces quelques lignages, les barons urbains de la noblesse seconde, sur lesquels reposait l'autorité des grands papes romains de la seconde moitié du XIIe siècle, d'un appétit de puissance et d'un orgueil féodal débridé, et qui sont justement, depuis le départ des papes à Avignon en 1309, qui sont livrés à eux-mêmes. La puissance sociale des barons à Rome s'exprime en ville par l'investissement, le squat des vestiges de la Rome antique, toutes les portes, toutes les fortifications qui sont investies en autant d'inexpugnables forteresses, appelées les munitiones, le plus spectaculaire étant le château Saint-Ange pour les Orsini et le mausolée d'Auguste pour les Colonna, qui ont également fait des tombeaux de la Via Appia le point d'appui d'une ligne de fortification qu'on appelle le monumento. Donc c'est, là pour le coup, 2 fois un monument, c'est un tombeau qui devient un château. Je vous renvoie sur ce point à un cours que j'avais donné en 2019, ici même, mais sur le renversement archéologique, ça s'appelait comme ça, de Cola di Rienzo, parce que c'est le notaire romain qui, en 1347, précisément pour lutter contre l'arrogance et la cruauté des puissants, démontre qu'on peut faire un autre usage du passé romain, que Rome, dans ses ruines, ne dit pas simplement l'autorité de l'Empire, mais l'espoir d'une république, et c'est pour cela, effectivement, pour réenclencher le souvenir de l'ancienne Rome, que Cola di Rienzo fait effraction le 20 mai 1347 dans le Capitole, en se faisant appeler tribun Auguste. Mais Milan, c'est évidemment, je l'ai dit, l'autre capitale de l'Empire d'Occident, et le souvenir romain y est tout aussi présent et tout aussi porteur d'une aspiration politique qui est sans doute constitutive de l'instauration du pouvoir communal qui quand même se donne au début du mois à voir et à s'exercer par la charge des consuls. Et Chris Wickham a montré que, là encore, c'est un nom, ce n'est pas vraiment une généalogie, mais que dans notre documentation, lorsque les consuls apparaissent, c'est toujours à la dérobée, c'est toujours à un moment où ils sont déjà là et où ils agissent. À Milan, c'est important, c'est Landulphe le Jeune qui le raconte en 1117. Il y a eu un tremblement de terre qui a secoué toute l'Italie du Nord, des rassemblements du peuple à l'initiative de l'archevêque et des consuls. C'est la première fois, effectivement, qu'on en entend parler, mais précisément parce qu'il y a urgence. Tout le peuple, donc, est sorti par crainte des ruines et des décombres, et Landulphe de préciser qu'il est aussi sorti en attente de l'extinction des vices et de la renaissance des vertus. Donc il y a effectivement cette double économie de l'urgence qui en fait une économie morale. Et ce que, la description est bien connue, ce que montre Landulphe, c'est que le peuple, en fait, est séparé en 2 estrades. La
première où il y a l'archevêque, ses évêques suffragants, les abbés, les grands religieux. La deuxième où il y a les consuls et les hommes savants en droit et en coutume, entendez les juristes. Donc il y a une mise en scène de la bipartition grégorienne aux origines de la société précommunale. Évidemment, on sait que la commune est la poursuite de la réforme grégorienne par d'autres moyens, et que ce clivage instaurateur entre les gens de l'évêque et les gens des consuls, entre les deux droits aussi, le droit romain et le droit de l'Église, eh bien, il est théâtralisé. Et il est vraiment théâtralisé puisque Landulf dit « L'archevêque et les consuls ont fait installer 2 théâtres ». Ce n'est pas seulement une manière de dire. Les actes des premiers consuls de la commune milanaise sont pris dans le Theatrum Ciuitatis, c'est-à-dire probablement, non loin effectivement du cirque que vous voyez ici, dans les ruines du théâtre antique de la Mediolanum romaine, celle de l'actuelle Piazza Cordusio, si vous connaissez Milan. On ne peut pas inférer de cette superposition topographique, de cette insistance des lieux, une quelconque continuité historique. Les historiens médiévistes s'y sont employés au siècle précédent, cherchant dans les premières assemblées communales l'origine des plaides, cherchant la poursuite des plaides carolingiens qui eux-mêmes auraient maintenu vivace le souvenir des assemblées romaines. Mais en fait, même s'il y a une continuité topographique, même si on est toujours dans le forum ou dans le théâtre, le fil est rompu de part et d'autre de la reprise ou de la recharge carolingienne. C'est donc bien dans les ruines du monde romain que s'invente l'avenir de l'Occident médiéval. C'est vrai du point de vue liturgique, c'est vrai du point de vue juridique, c'est vrai aussi du point de vue du cadre matériel des villes. Et c'est très important, je crois, de le dire, c'est évident, mais c'est important. C'est ce que notamment a développé dans un livre récent Lorenzo Tanzini, c'est que le développement de l'Italie communale, de ce type de pouvoir si particulier, et des lieux de pouvoir que ça suscite, s'explique aussi par cette présence physique du cadre monumental de la cité romaine qui est encore actif, comme une grande machine symbolique mise en sommeil, mais toujours susceptible de redémarrer, de recommencer. Et c'est ça, je pense, qui est donné à voir et à comprendre dans le plan de Milan, dans cette représentation graphique par Galvano Fiamma. Le dessin, je l'ai dit, convoque le passé, mais il le transforme également. Si l'enceinte communale est globalement circulaire, les murs maximiens, je l'ai dit, le deviennent aussi, alors qu'ils ne l'étaient pas initialement. Les 2 enceintes forment donc les seuls repères topographiques d'une ville qui est représentée sans réseau viaire, sans relief. Seuls y pénètrent les cours d'eau alimentant fossés et cloaques, et qui supportent l'essentiel, en fait, des repères visuels qui sont les portes et les pusterles. Là encore, je l'ai dit, le dessin fait coexister le visible et l'invisible, puisque les 6 portes de l'enceinte communale existent encore, les portes maximiennes n'existent plus. Mais il y a en revanche 2 édifices juste au milieu. C'est pas très difficile, vous avez un petit liseré fortifié qui est le Broletto, qui est l'espace civique qui est comme une enceinte urbaine. C'est la seul lieu de pouvoir qui est ici désigné. Et en haut, au nord-ouest, un autre petit carré avec un P dedans. Ce P, c'est pour
Palatium. Que signifie ici Palatium? Alors, c'est effectivement le palais d'Azzone Visconti, mais c'est surtout la force de ce nom qui aimante l'analyse. Un nom, Palatium, chargé de son poids impérial, qui désigne d'abord les résidences comtales et ducales, qui, dans les villes italiennes, se sont développées dans la seconde moitié du XIe siècle, à l'écart du centre urbain, dans ce rapport de distance et d'extériorité qu'on peut appeler souverain. Au cœur des villes est donc, d'abord, le pouvoir des évêques, dont la résidence était appelée episcopium dans l'Antiquité tardive et de plus en plus souvent, à partir de la seconde moitié du VIIIe siècle, domus sanctae ecclesiae. Or, l'historienne Maureen Miller a repéré le moment où la résidence épiscopale change de nom et devient un palatium. Le terme est d'abord attesté à Parme, Mantoue, Modène dans les années 1020, Padoue, et ensuite se généralise en Lombardie dans les années 1080-1090. À ce moment-là, et pendant un siècle, jusque dans les années 1180, jusqu'à la construction des premiers palais communaux, le seul palais dans la ville, c'est celui de l'évêque. C'est pour ça qu'il est marqué P, Palatium. Parfois, cette dénomination inédite accompagne une construction nouvelle, comme à Pistoia. Le plus souvent, elle le prépare. On commence à changer de nom pour changer de forme. Côme, Parme, Pavie, Plaisance. Le modèle architectural, il demeure inchangé. C'est relativement ouvert, à l'exception évidemment du Latran, un édifice rectangulaire et fortifié, mais ailleurs, l'aspect défensif est atténué par plusieurs éléments architecturaux, les portiques, les escaliers, les loggias, et toutefois, ce palais épiscopal s'impose beaucoup plus nettement comme, vous le voyez, le cœur de l'espace public, et ce pour trois raisons essentielles. D'abord par son emprise au sol, qui double ou triple dans certains cas. Ensuite, par, et le cas est bien connu à Florence, l'expansion urbaine. Vous voyez, évidemment, au départ, le groupe épiscopal, il est, dans l'Antiquité tardive, dans un coin de l'enceinte, puisque de l'autre côté, vous pouvez voir le cimetière qui est hors les murs, les morts outrepassent les murs, mais c'est l'ensemble du développement urbain de la ville qui recentre la cathédrale et le palais de l'évêque. C'est vrai partout, c'est vrai à Brescia, c'est vrai à Crémone. Et donc cette réorientation architecturale générale ouvre au fond toute la ville sur cet espace public qui est commandé par ce premier palais, le seul palais dans la ville, effectivement, puisque les comtes et les ducs n'y sont plus et que les consuls n'y sont pas encore, jusqu'à la fin du XIIe siècle. C'est donc ce passé urbain, qu'on a un peu oublié, que précommunal, que les palais civiques, nouveaux lieux de pouvoir, qui en sont à la fois le cadre d'exercice et la métaphore architecturale, viennent investir à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Dans les communes d'Italie du Nord, ça c'est bien connu, je n'y reviens pas, la première génération des palais civiques, Brescia 1187, Vérone 1193, Bergame 1200, Crémone 1206, ici c'est Plaisance, naît au lendemain immédiat de la paix de Constance et fournit aux cités lombardes un modèle qu'ensuite les podestats, ces magistrats itinérants, vont adapter partout, qui, au fond, rend la structure partout identique, vous le voyez, une grande loge du rez-de-chaussée bordée de portiques, surplombant ce vaste espace dégagé où peuvent théoriquement, en fait, se réunir les assemblées populaires
l'étage supérieur qui est occupé par les salles où siègent les consuls est flanqué d'un balcon où le représentant de la commune peut s'adresser aux citoyens. La deuxième génération des palais du peuple en Toscane, Prato 1284, Florence 1294, eh bien doivent abriter une administration et des archives en pleine expansion, et donc s'amplifie là encore, mais le modèle là lombard, on voit bien que c'est un modèle qui n'est pas fonctionnel, qui est un modèle de proclamation. C'est-à-dire que ça dit simplement que les consuls leur pouvoir procède d'une assemblée qui est théoriquement souveraine, en réalité peu souvent rassemblée, mais qui a sa place, à ce lieu, qui est le lieu vide de la décision politique, ou en tout cas le lieu disponible. Et comme c'est un lieu disponible, c'est cette disponibilité du lieu de pouvoir communal qui va être réinvestie par les seigneurs. Et notamment à partir, effectivement, des années 1320. Alors, à Milan, c'est ce qu'on appelle le Broletto, le fameux palais communal, c'est-à-dire le Palazzo della Ragione, le palais de la raison. C'est intéressant aussi de voir comment, dans beaucoup de villes lombardes, eh bien, c'est la raison qui désigne, au fond, l'idéal politique de ces lieux de pouvoir. Et la seigneurie est une subversion des institutions communales, donc il est logique qu'elle trouve à se loger topographiquement dans ces lieux, moins pour les occuper, elle les occupe. Là, c'est ce que ça devient tout autour avec effectivement donc le Palazzo della Ragione, c'est 1223, on est en pleine époque effectivement communale, et puis là, Azzone et Visconti construit le portique que vous voyez là, et qu'est-ce que vous voyez là en fait? Vous voyez là, évidemment, une expression de la magnificence, au sens que c'est une éthique de la dépense et que le Seigneur va faire montre de sa bonne volonté vis-à-vis du bien commun, comme les da Carrare le font à Padoue, les della Scala à Vérone. Mais ces aménagements, d'une certaine manière, ils embellissent et ils évident. Ils vident politiquement, ils dépolitisent cette conception, finalement, du pouvoir politique qui, jusque-là, était un pouvoir qui, au moins dans ses formes architecturales et parfois tout de même aussi dans ses manifestations concrètes, reposait sur la délibération. Comme l'a montré Yvon Thébert, le forum romain, dans l'Empire, pareillement, s'est dépolitisé à mesure qu'il s'encombrait de monuments. On peut même dire, en se souvenant effectivement de la leçon d'Alberti, qu'il s'est dépolitisé à mesure qu'il s'est embelli. On pourrait dire d'ailleurs exactement la même chose de la place de la seigneurie à Florence, au temps du gouvernement des Médicis, où ça semble, jusque-là, voilà une peinture du XIXe siècle, où le peuple communal, eh bien, au XVIe siècle, avec le développement d'une société de cour qui dénoue la dernière attache reliant les Médicis à l'origine populaire de leur pouvoir, la construction d'une nouvelle résidence princière exprime avec force cette ultime dérive. Ce n'est qu'en 1540 que Côme Ier, qui avait demandé à son peintre officiel Giorgio Vasari, on en a parlé au début, d'aménager pour lui et pour sa cour l'ancien palais de la seigneurie, qui à ce moment-là prend le nom de Palazzo Vecchio, précisément parce qu'il est nouvellement réinvesti par
le duc de Florence, Côme Ier de Médicis, qu'il investir le palais de la seigneurie, ça veut dire effectivement, pour les Médicis en 1540, quitter le quartier San Lorenzo. Souvenez-vous de la maquette de San Lorenzo que je vous ai fait voir tout à l'heure, peint par le même Vasari, au milieu, où ils vivaient, au milieu de leurs dépendants, et investir donc l'ancien symbole de l'autonomie communale, ce qui constitue déjà un signe suffisamment éloquent de rupture politique. Mais le duc de Florence ne s'arrête pas là. En 1549, il achète sur ses fonds propres le Palazzo Pitti, de l'autre côté de l'Arno, qu'il fait agrandir par son architecte Amanati, et pour relier les deux palais, Giorgio Vasari fait enjamber le Ponte Vecchio d'un couloir princier où allait bientôt prendre place la riche collection des tableaux de Médicis. On profita de l'occasion pour chasser du pont les métiers et pour y installer les boutiques d'orfèvres qui font aujourd'hui l'agrément des touristes et s'ouvre donc sur le jardin aménagé de la colline de Boboli, le palais des Médicis, qui accuse l'écart entre la cour et la ville. On peut se demander, quand on sait que Côme Ier ordonna aussi à Giorgio Vasari de faire de la loggia de la seigneurie un musée de la sculpture en plein air, si effectivement cette muséification précoce ne participe pas justement de la dépolitisation de cet espace civique, puisque, au fond, ce lieu où est placé le Persée de Benvenuto Cellini, puis ensuite d'autres statues de bronze qui l'environnent, eh bien, ce lieu, la loggia du palais de la seigneurie, qui pendant des siècles avait résonné des débats politiques des citoyens assemblés, abritait désormais les conversations muettes d'un peuple de bronze, de marbre, placé là pour la plus grande gloire du prince, mais désignant au fond cette rupture que le prince avait décidé tardivement, mais parce qu'on est à Florence, justement, décidé donc de larguer les amarres avec ce vieux passé communal. On pourrait s'arrêter là, après tout, avec Vasari, la boucle est bouclée, mais cette logique princière, je viens de le suggérer, qui ne trouve ici son accomplissement qu'au XVIe siècle, parce qu'elle avait été à Florence très longtemps amortie, très longtemps différée par le cadre civique florentin, elle était déjà à l'œuvre dans l'affirmation de la seigneurie durant les derniers siècles du Moyen-Âge, partout ailleurs, et aussi, parce qu'à partir de la semaine prochaine, évidemment, je vais élargir le cadre et utiliser ce calibre-là pour saisir une histoire comparée des pouvoirs occidentaux. Et cela, effectivement, est beaucoup plus précoce ailleurs qu'à Florence. Revenons pour terminer sur Milan, la Milan des Visconti. Je n'ai pas tout à fait terminé de décrire ce plan qui nous a arrêtés aujourd'hui, puisque, bien sûr, on comprend que la Milan des Visconti n'est plus la cité de Bonnevésine de la Riva, retranchée dans ses murailles et identifiée à son présent glorieux. Elle s'est emparée du passé romain et communal, mais il y a aussi un changement d'échelle dans l'emprise édilitaire, dans la représentation de l'objet urbain, puisque le dessin du manuscrit de la bibliothèque ambrosienne, au-delà des murailles, eh bien, désigne un territoire avec toutes les cités qui sont ici. Alors là, il y a un effet de raccourci saisissant, puisque déjà que je vous avais fait voir les discordances entre les mesures des écarts des portes, mais là, évidemment, c'est une sorte de
de court-circuit territorial, puisque la ville des deux fleuves, entre le Ticino, le Tessin et le Lambro, eh bien, apparaît effectivement le tracé des cours d'eau, le nom des villes qui s'y égrènent, et le scribe, là, schématise à l'extrême la représentation géographique du territoire, avec effectivement, d'ailleurs, un fait historique essentiel pour moi, c'est bien l'articulation entre un réseau fluvial maîtrisé par le pouvoir et un réseau urbain, le pouvoir seigneurial et un réseau urbain hérité de l'époque communale qui constitue l'État seigneurial. Mais là, le mouvement de rassemblement, de concaténation symbolique, il était de 1 à 5 entre les portes, il est de 1 à 50 entre les cités les plus distantes et Milan, désigné ici dans sa macrocéphalie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, au fond, que cette discordance des échelles, cités et territoires, eh bien, est d'une certaine manière à la mesure de la concordance des temps, antiquité et temps moderne, et sert à exprimer, avec une remarquable économie de moyens graphiques, une réalité urbaine dont la nature est fondamentalement politique, c'est-à-dire une réalité qui est faussement figée par sa projection dans un ordre géométrique immuable, mais qui est en fait une carte en mouvement, une carte inquiète, qui dit à la fois l'hétérogénéité des temps de la ville et la variance de ses échelles, et exprime évidemment la volonté du pouvoir de manipuler le temps de la mémoire, avec la même allégresse qu'il étend son emprise sur l'espace. Voilà donc la partie qui va se jouer désormais. La partie, oui. Je vous laisse avec cette dernière carte qui donne à voir où on sera la semaine prochaine. Un plan de Milan, toujours, dessiné par Pietro del Massaio pour une traduction florentine de la géographie de Ptolémée dans les années 1470, qui représente la ville enceinte comme une page blanche parsemée d'édifices en perspective. La description de l'environnement codicologique est beaucoup plus simple. Et puis, il s'agit évidemment de la géographie de Ptolémée, de manuscrits de grand luxe exécutés sur parchemin qui donnent une géographie universelle des terres nouvelles et des villes anciennes. Celui-là, c'est le Parisianus, mais il y en a deux autres qui sont conservés à la Vatican. Comment décrire l'évidence de l'écart entre ces deux représentations de la ville de Milan, celle de la Chronica Extravagans de Fiamma et celle de la géographie de Ptolémée? Eh bien, alors, pas du tout en tentant de mesurer les progrès du réalisme d'un portrait de la ville au naturel. Cette problématique n'a pas beaucoup de sens, et tant que la carte n'a pas de rôle fonctionnel dans le projet urbain. Ce qui est en jeu ici, c'est plutôt un autre rapport au temps qui aplanit dans la représentation des années 1470. Vous voyez, le sol urbain y apparaît comme un plancher abstrait. Des monuments y sont plantés à la manière de balises. Ils sont indifféremment privés ou publics. Ce sont tous des lieux de pouvoir, mais ils sont tantôt laïques, tantôt religieux. Ils polarisent cet espace qui est à la fois très concret. Le rendu en perspective des édifices crée cet effet de réel et totalement abstrait. La ville est notamment abstraite de son histoire, abstraite de son territoire, abstraite de son réseau viaire. C'est une page blanche sur laquelle le bâtisseur griffe son discours. Ce discours se prononce grâce à des édifices aux noms qui lui sont associés. Ainsi, la résidence du prince n'est pas un palazzo, mais une corte, ni même une corte, mais un castello. Bref, une partie se joue
Les bâtiments semblent disposés en ville comme des pions sur un échiquier. La logique figurative qui prévaut est celle du blason, c'est-à-dire que les édifices se définissent non par leur importance propre, mais par leur position relative les uns par rapport aux autres. Et ce qui est déterminant ici, c'est la position sommitale du château. C'est-à-dire que tout a pivoté d'un quart. C'est le château qui désormais occupe le centre, le nord. C'est une boussole. Il s'agit de la citadelle de Porta Giovia, celle à Castello Sforzesco dont on a parlé. La ville ronde a pivoté sur son axe, et son axe, c'est bien entendu le dôme, la cathédrale, parce qu'elle est aimantée par ce nouveau lieu de pouvoir, comme une boussole, ai-je dit, qui trouve le nord. La cour oriente la ville, en articule la représentation, et c'est de cette révolution dont nous parlerons la semaine prochaine.